Mais d'abord, peut-être un petit focus sur ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on est au 2e jour donc, de la présidence Donald Trump. Il y a ces décrets qu'il a pris sur l'immigration. On va tout de suite rejoindre nos équipes, Thomas Bonnet et Fabrice Elsner, qui se trouvent à Chicago. Bonsoir à tous les deux. Pendant la campagne, M. Trump avait promis d'expulser les millions d'immigrés illégaux des États-Unis. Il devait commencer d'ailleurs à Chicago, où vous vous trouvez, Thomas. Quand est-ce que les opérations vont commencer ? Bonsoir Laurence, on ne sait pas vraiment quand ces opérations vont commencer, mais c'est vrai que Chicago va être une ville ciblée parce que c'est une ville qui se revendique comme une ville sanctuaire pour l'immigration. On est actuellement dans le quartier latino de Chicago où selon les estimations, il pourrait y avoir jusqu'à 400 000 personnes sans papier, 400 000 clandestins sans papier qui résident ici et donc vraisemblablement c'est là aussi que les opérations pourraient avoir lieu. Selon le gouverneur de l'État de l'Illinois où se trouve Chicago, 2000 personnes pourraient être ciblées dans les prochaines heures. On parle de personnes qui ont un casier judiciaire aux États-Unis. Alors, Donald Trump, vous le savez, veut aller vite en matière d'immigration et est en train de lever tous les verrous qui se placent sur son chemin pour ces opérations. Par exemple, on a appris il y a quelques heures que le ministère de la Justice a demandé aux procureurs fédéraux de lancer des poursuites contre quiconque s'opposerait à la mise en place de ces opérations massives d'expulsion. Pourquoi c'est important ? Parce que les autorités de la ville de Chicago ont d'ores et déjà annoncé qu'elles mettraient des bâtons dans les roues justement de l'administration de Donald Trump en invitant par exemple les agents municipaux à ne pas coopérer avec les services de l'immigration. Alors avec Fabrice Elsner qui m'accompagne derrière la caméra, on arpente ce quartier latino depuis plusieurs jours maintenant. On peut ressentir cette inquiétude de la part de la communauté latino ici. Beaucoup n'osent même plus sortir de chez eux par peur d'être arrêtés. Mais dans le même temps, on a aussi rencontré des représentants du Parti républicain. Eux aussi sont issus pour certains d'entre eux de la communauté latino, mais eux, ils sont totalement alignés avec le discours de Donald Trump. Ils estiment qu'il ne faut plus accueillir personne aux États-Unis et surtout ils font un lien très direct entre l'immigration clandestine et le taux de délinquance dans la ville de Chicago. Alors on attend maintenant de voir si ces opérations vont bel et bien avoir lieu ici à Chicago. Il y a deux choses qui les ont peut-être retardées. D'abord le fait qu'elles aient été ébruitées dans la presse et puis la météo particulièrement capricieuse à Chicago où la température ces dernières heures est descendue jusqu'au moins 25 degrés en température ressentie. On imagine que ça complique l'organisation de telle opération. Merci beaucoup Thomas Bonnet, Fabrice Elsner. Et je précise pour nos auditeurs que vous avez un bonnet, qu'il neige à Chicago. Alexandre Mandel, c'est une des explications, la météo, pour retarder les opérations d'expulsion de migrants qui sont souhaitées par Trump. L'explication la plus simple, c'est que c'est ce que dit Tom Homan, le nouveau tsar des frontières, c'est que ça a fuité dans la presse, oui. Et que c'est retardé. Alors, ça a de 2 semaines. Fuité, hein, il l'a annoncé. Voilà. Mais hier, on m'a dit que ça aurait lieu à Denver. Mais et il ne s'agit pas, évidemment, pour le premier jour, d'expulser 400 000 personnes de Chicago. Il s'agissait d'en expulser 300 qui étaient condamnés. Mais il s'agit quand même pour Trump d'avoir des effets directs de ce qu'il dit. Parce que si, à force de dire que rien ne se passe... Ou s'il le fait fuiter, vous imaginez bien que les migrants condamnés partent. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Oui, donc les 400 000 ne seront pas évidemment ciblés. Moi, je pense que vous pouvez déjà dire à votre correspondant sur place. Vous allez à Denver, Colorado. Oui, ou à Aurora. Oui, parce qu'ils cherchent aussi à faire un gros coup avec les gangs vénézuéliens. Voilà. Quelques témoignages d'immigrants qui espèrent malgré tout rejoindre les États-Unis. Écoutez leur réaction. Maintenant, nous devons attendre 4 ans pour que ce vieux raciste s'en aille. Nous avons parcouru tout ce périple et nous sommes arrivés jusqu'ici. Il est donc très difficile de savoir que nous avions fondé beaucoup d'espoir sur le rendez-vous pour l'asile et qu'il a été annulé. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Dans mon cas, mon mari et moi voulons donner un avenir à mon fils qui n'en a pas au Venezuela et nous voulons lui offrir une vie meilleure. Nous voulons travailler pour lui offrir cette vie. Tout cela est extrêmement incertain et c'est vraiment difficile. J'ai envie de crier, de pleurer. Gauthier Lebret, on a ces témoignages de clandestins et on a les mêmes problématiques en Europe et en France, évidemment. Bien sûr, on n'y apporte pas les mêmes réponses parce que là, effectivement, ça déménage depuis 48 heures. Alors, il y avait ce migrant qui disait on doit attendre 4 ans que ce vieux raciste s'en aille. Il faudra peut-être attendre 8 ou 12 ans parce que le mouvement MAGA, Make America Great Again, a pris le contrôle total du Parti républicain. Et si J.D. Vance est aujourd'hui le vice-président de Donald Trump et qu'il est jeune, et qu'il a été choisi notamment par le fils aîné de Donald Trump, c'est pour évidemment continuer l'œuvre du père une fois que Donald Trump aura fait ses 4 ans à la Maison-Blanche. En France, d'où on regarde, quand on fait le contraste avec Donald Trump, effectivement,
ça fait mal. Sur l'immigration, on dit depuis des années, il faut supprimer le droit du sol à Mayotte. Donald Trump, il signe un décret, il supprime le droit du sol quand les parents sont en situation irrégulière. Évidemment, je ne parle même pas de l'exécution de nos OQTF, on est aux alentours de 10%, quand lui promet d'expulser des millions et des millions d'étrangers. Mais là, il promet. Il est là depuis 48 heures. Non, mais il promet. Il va falloir qu'il ait des résultats. En 2 heures, l'application qui permettait de faire évidemment, une demande d'asile était désactivée. Donc il est là depuis 2 jours. C'est plus facile exactement, parce qu'ils sont déjà faire une application ce qui va être que d'expulser des gens sur le territoire américain. Il est là depuis 2 jours. Alors on prend un autre exemple. Hier, il a annoncé quoi ? 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle, quand nous, on a des gens moulins en carton qui inventent au CNRS un contre-Twitter et qui veulent quitter X. Donc, excusez-moi, il est là depuis 2 jours. Donc, moi, je veux bien qu'on dise ça suffit pas. Il est là depuis 48 heures. Je dis, il va falloir des résultats. Parce qu'à un moment, c'est bien d'annoncer, c'est bien de faire. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il fait un rapport de force avec les pays d'origine de ces migrants. Le Mexique, la présidente du Mexique a annoncé qu'elle allait organiser le retour des Mexicains. C'est ça qu'il faut voir. Mais aujourd'hui, attendez, en tout cas, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui. Elle a dit qu'il fallait. Attendez, je peux juste terminer. Naïma, puis après on demandera à Alexandre. C'est ce qui se dit parce qu'il crée ce rapport de force en donnant. Ce que nous, on n'arrive pas à faire, notamment avec les pays, on n'arrive pas à exécuter des OQTF. Et puis l'autre chose qu'il faut dire aussi, qu'il faut rappeler, c'est que là, ce qu'il pointe, ce qu'il cible, c'est les personnes qui ont un casier judiciaire. Et c'est pour ça que les migrants légaux, alors bien sûr, il arrête aussi l'immigration parce qu'il faut réguler, et il a raison, mais en même temps, tout en arrêtant cette immigration, il fait en sorte aussi de cibler ceux qui ont un casier judiciaire. Et c'est pour ça que la réaction des Hispaniques ou des Afro-Américains, mais ils ont voté pour lui, arabes, ont voté pour lui parce qu'ils ont dit le problème, c'est que nous aussi, on est impactés par cette immigration illégale. Alexandre Merdel. Je vais beaucoup nuancer ce que vous avez raconté. Je vous en prie. Les Mexicains, d'abord, ceux qu'on voit là, en ce moment, qui sont filmés à la frontière, par pitié, demandez la prochaine fois d'où vous venez. La plupart ne sont pas mexicains. Non, vénézuéliens, là, on a entendu une vénézuélienne. Venezuela. Donc ça embête aussi beaucoup les Mexicains. J'ai fait beaucoup de reportages à la frontière, que ce soit à El Paso ou du côté de Brownsville. Moi, je voyais surtout passer des gens d'Haïti, y compris du Sénégal, c'est-à-dire qu'ils viennent par une filière atterrir en Colombie, puis ensuite remonter jusqu'au Panama, etc., avec des passeurs. Donc, les Mexicains qui viennent illégalement aux États-Unis, c'est une toute petite... Ou qui restent. D'accord. Vous parlez déjà... Donc, ça veut dire que c'est la même chose qu'en Europe. Vous disiez, elle veut les rapatrier. Non, mais elle, à son niveau, déjà... Elle veut les virer, elle veut les virer de son pays. Le Mexique est confronté au même problème que les États-Unis, des deux côtés de la frontière. Après, vous savez, c'est la question du rapport de force. On avance. Qui veut parler ? Geoffroy ? Il n'y a rien imposé au Mexique. Sur cette question des migrants ? Non, mais c'est moi qui décide et je vous donne la parole. Mais je vais aller dans le sens de Gauthier Lebret tout à l'heure. On a quand même le sentiment que Donald Trump a un peu plus de pouvoir que nos dirigeants occidentaux. C'est-à-dire que déjà, il gouverne par décret. Nous, aujourd'hui, c'est très compliqué. Dans le contexte qu'on connaît, ce serait très, très mal perçu. Ensuite, il n'a pas besoin d'aller trouver une majorité introuvable. Lui, il peut se permettre de prendre des décisions. Et enfin, on en parlait tout à l'heure avant la publicité, il a tiré les leçons de l'opposition du Deep State qui lui a été faite pendant son premier mandat, qu'il avait rendu un peu impuissant sur certains sujets pour travailler différemment. Le Deep State, c'est l'État profond qui a détricoté tout ça. L'État profond qui s'opposait à ces décisions, et notamment sur le plan judiciaire ou même de l'administration. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça avait été souligné par les observateurs, une professionnalisation de son équipe de campagne par rapport à son équipe de campagne de 2016, et une professionnalisation de son administration par rapport à son administration de 2016, qui laisse à penser qu'aujourd'hui, il recherche l'efficacité. Moi, comme Gauthier, j'attendrai qu'on soit à plus de 2 jours pour juger les résultats, mais en attendant, pour l'instant... Le droit du sol est déjà supprimé. Il a supprimé le droit du sol en 2 jours. C'est vraiment il faut le droit du sol, ça tous en même temps, ça sert à rien. Laetitia Guinan. Non, et après on fait la pause. Il l'a supprimé, ça ne sera jamais appliqué. Parce que la Cour... Il a des alliés à la Cour suprême. Non, ça doit être le 2/3 des États. Et ça ne passera jamais. Donc le problème, effectivement... Bah si, je veux dire ça, c'est... Vous avez tous les deux raison. Alors l'arbitre Alexandre Merdel. Vous pouvez pas dire que jamais ça sera appliqué. La question, c'est qu'en réalité, le président américain a beaucoup moins de pouvoir que le président en France. Et que le président en France, vous avez cité la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, effectivement, est cardinale, et qui mettre à la Cour constitutionnelle en France est un choix vraiment cardinal, déterminant notamment dans l'application ou pas des lois sur l'immigration. Mais aux États-Unis, effectivement, Donald Trump va faire beaucoup d'effets d'annonce. Il va rassurer, expulser des gens qui sont déjà fichés, qui sont déjà en prison. C'est une chose. Après, expulser tous les migrants d'abord qui sont insérés dans l'économie, parce qu'il y a beaucoup de sans-papiers. Il va falloir qu'on fasse la pause. J'arrête tout de suite. Mais je veux dire, il faut vraiment voir sur pièce. C'est pour ça qu'on dit, attendons les résultats. Le dire et le
le faire. On fait une petite pause. On continuera juste à évoquer un instant les États-Unis avec vous, notamment sur les grâces présidentielles que Donald Trump a accordées aux assaillants du Capitole. Vite, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Un dernier mot de Donald Trump, parce que vous savez qu'il a pris un décret pour gracier les émeutiers. On parle de 1500 personnes, ceux mêmes qui avaient, il y a 4 ans, attaqué le Capitole pour contester la défaite de Trump. On se rappelle de ces images absolument folles où ils attaquaient des policiers, où les congressmen avaient dû partir en courant du Capitole. 1500 personnes graciées. Wilfrid de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Washington, a rencontré certains d'entre eux ou d'autres qui les soutenaient, ceux qui ont les émeutiers du Capitole. Écoutez ces témoignages. J'ai été incarcéré 3 ans et demi et je suis enfin libre. Mon Dieu, quand j'ai appris la nouvelle, l'excitation m'a fait bondir. Et maintenant, j'essaye de remettre les choses dans l'ordre, d'expliquer ce qu'il s'est vraiment passé ce jour-là, le piège dans lequel on est tombé. Ils n'auraient pas dû avoir besoin d'une grâce parce qu'ils n'auraient jamais dû être condamnés à la base. Je suis heureuse que Trump ait tenu sa promesse. Certains d'entre eux ont été en détention provisoire en attendant leur procès. Ça va à l'encontre de la Constitution de détenir, piéger des prisonniers politiques. C'est comme ça que je les vois. Et Nancy Pelosi, qui est une opposante démocrate de Donald Trump, ancienne présidente de la Chambre des représentants, estime qu'il s'agit d'une insulte au système judiciaire américain. Parmi ces 1500 personnes graciées, il y en a qui ont agressé des policiers. Il y a des actes graves qui ont été commis, délictuels. Parce que là, toutes les grâces sont une insulte. Pardonnez-moi, oui. Vous l'avez beaucoup rappelé tout à l'heure et vous avez raison. Toutes les grâces, dans ce cas-là, sont une insulte à la justice puisqu'elle a condamné. La famille Biden a été graciée. Absolument. Mais je précise que Biden a mis des membres de sa famille dans ses grâces présidentielles. Mais y compris dans des grâces préventives. Voilà. Mais ce qui est intéressant, parce que oui, bien sûr, et après Alexandre Mandel, oui, bien sûr, c'est inquiétant. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, Laurence, parce que prendre d'assaut le Capitole, ça n'est justifiable dans aucune démocratie, dans aucun État de droit. Maintenant, ce qu'il faut regarder pour comprendre comment ont raisonné les Américains, notamment aussi sur ces questions-là, et pourquoi ils ne trouvent pas que Donald Trump est un si grand danger que ça pour la démocratie, ou plus exactement, pourquoi ils pensent qu'il n'est pas spécialement plus un danger que les démocrates. Parce qu'il y a les grâces auxquelles faisait référence Geoffroy Lejeune, qui sont les plus grandes de l'aveu même de la Maison-Blanche, les grâces accordées par Joe Biden, et surtout parce que quand vous regardez le niveau de condamnation des gens de l'assaut sur le Capitole, qui n'était pas un coup d'État, c'était un coup de force, c'était plutôt des pieds nickelés, ils n'avaient aucun projet, si ce n'est de mettre leurs pieds sur le bureau justement de Nancy Pelosi. Faire des selfies. Il y a eu un mort, oui, mais il y a eu un mort, mais ceux-là ne sont pas libérés. Ça a été libéré, et Donald Trump l'a répété, Nancy Pelosi avait elle aussi refusé une protection accrue pour le Capitole. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous comparez les condamnations des émeutiers du Black Lives Matter avec les condamnations des émeutes. Exactement. Moi, je vous dis pas qu'il faut gracier ceux du Capitole. Je vous dis juste qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui est absolument insupportable dans une démocratie et dans un État de droit et qui, de facto, affaiblit autant la démocratie que l'attitude de Donald Trump. Alexandre, sur ces grâces. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf que Trump avait quand même dit qu'il n'accorderait pas de grâce aux gens qui s'étaient rendus coupables de violence. Bon. De violence, voilà. Après, ce sont quand même des gens qui viennent pour 250 d'entre eux, qui viennent de passer 4 ans en prison. Mais c'est... Non, mais attendez. Oui, tous n'étaient pas armés, tous n'étaient pas en train de... Faisons l'inverse. On imagine que des groupes d'LFI veuillent prendre l'Élysée, etc. Que des morts, des policiers français qui seraient morts... Parlons des gilets jaunes dans ces cas-là. Il y en a qui ont été en prison. Oui, non, mais quand même... Il y a un moment donné, soit on défend la force publique et la police, parce qu'encore une fois, je rappelle, il y a eu un mort, notamment des blessés. Mais pas de poids de mesure. Il y a des gens qui sont rendus coupables de crimes extrêmement graves pendant les émeutes du Black Lives Matter, avec des destructions des... Il y a eu des assauts sur des institutions fédérales pendant les émeutes du Black Lives Matter, notamment dans l'Oregon. Moi, je suis d'accord avec vous, je ne cherche pas à défendre les assaillants du Capitole, je vous dis juste que dans une démocratie, dans un État de droit, il n'est pas justifiable de traiter les citoyens de manière aussi différenciée selon leurs opinions politiques. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Gauthier, vous voulez rajouter votre grain de sel sur les États-Unis? Sur Nancy Pelosi, parce qu'elle réagit, mais Donald Trump l'accuse dans cette histoire d'avoir refusé des forces supplémentaires pour faire face aux émeutiers et d'avoir voulu, alors c'est Donald Trump qui donne l'impulsion, mais d'avoir voulu laisser faire pour que Donald Trump soit définitivement discrédité et qu'il ne puisse jamais se représenter. C'est l'argument du voleur qui dit la jupe était trop courte. À un moment donné, quand même, il y a des faits. Il n'était pas obligé de prendre le Capitole, d'assassiner des gens.
C'est quand même... Je suis pas sûr d'analogie. Il peut y avoir plusieurs événements au sein d'un même événement. C'est-à-dire que c'est Donald Trump qui pousse ses partisans à y aller. Et ne les retient pas. Nancy Pelosi refuse les troupes supplémentaires pour empêcher que ça s'arrête, pour pouvoir discréditer Trump. La discussion sur les États-Unis, j'aimerais qu'on évoque ce que moi j'évoquais dans mon sommaire, à savoir les retraités.